Bonjour, Monsieur Rousseau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Donc, je commencerai en vous demandant de vous présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Oui, donc je suis à la fois professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, où je suis aussi directeur des programmes de droit et politique appliqués de l'État. J'en profite pour faire une petite pub, là. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont étudiants au bac en sciences politiques ou en droit. Donc moi, ce que j'offre, c'est un programme de deuxième cycle en droit et politique pour former des fonctionnaires, des conseillers politiques. Donc ça, c'est ce que je fais principalement dans la vie. À côté de ça, je suis aussi avocat. Donc, j'ai plaidé certaines causes, donc, dont celle de la loi sur la laïcité en cour supérieure, cour d'appel, peut-être éventuellement en cour suprême. Et je dirige un institut de recherche, l'Institut de recherche sur le Québec. C'est pour cet institut-là qu'à l'époque, où j'étais chercheur associé, non pas directeur scientifique, j'avais produit la première étude sur la convergence culturelle. Puis, je suis également chroniqueur radio Cogeco et chroniqueur blogueur au Journal de Montréal. Très bien. Et donc, comme vous disiez, c'était dans le cadre de l'Institut de recherche sur le Québec que vous avez produit votre premier article. Je pense que c'était en 2014. Je pense effectivement. Donc, on fête les 10 ans ensemble cet après-midi. C'est ça, merveilleux. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a conduit initialement à vous pencher sur cet enjeu disons, de la gestion de la diversité, pour appeler l'enjeu ainsi, parce que vous êtes un spécialiste du droit, vous n'avez pas nécessairement le même profil que les autres auteurs qui ont élaboré des modèles d'intégration. Absolument, effectivement, c'est plutôt un débat qui est encore très riche, peut-être encore plus riche en sciences sociales qu'en droit. Donc, c'est une très bonne question que vous posez. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là dès la maîtrise. Donc, j'ai fait ma maîtrise à McGill en droit comparé avec spécialisation en diversité culturelle et droit de la personne. Et donc, voilà, donc ces thèmes-là étaient au cœur du programme de maîtrise. Alors, voilà, donc mon mémoire de maîtrise était une espèce de comparaison entre le modèle québécois, le modèle français, le modèle canadien. L'hypothèse étant que le modèle québécois est une espèce de troisième voie là, qui va moins loin peut-être pour la diversité que le multiculturalisme canadien, mais qui va peut-être moins loin pour l'unité que le modèle républicain français. Donc, on est une espèce de recherche d'équilibre entre unité et diversité. Puis là, accessoirement, ça m'a amené à découvrir la question de le modèle de la convergence culturelle, mais dont je n'avais pas beaucoup parlé dans mon mémoire de maîtrise, mais je l'ai quand même, sauf erreur, découvert à ce moment-là. Et quelques années plus tard, dans mes premiers travaux là, comme chercheur, quand je suis devenu professeur à l'université, ben, j'ai retourné fouiller cette question-là plus amplement. Puis on peut souligner qu'en 2014 aussi, c'était un moment où la question de l'interculturalisme était un peu ancrée ici. Il y avait de plus en plus de débats autour de ce modèle-là, y compris au sein du Parti québécois. Euh, et justement, tu sais, je pense que vous et moi, on se doute qu'il peut des fois y avoir un décalage entre la formulation d'un modèle chez un certain auteur, tel que vous, et la formulation d'un modèle tel qu'elle se retrouve au sein d'un certain parti. Or, vous êtes vous-même membre du Parti québécois. Vous avez déjà été candidat dans Sherbrooke en 2018. Effectivement, j'ai été candidat à Sherbrooke en 2018. Aujourd'hui, j'ai plus d'affiliation partisane, là. Je respecte beaucoup le Parti québécois, la coalition Avenir Québec. Bon, chaque parti, parfois même, je peux être d'accord avec chaque parti à différents égards, là, mais j'ai plus d'engagement partisan à l'heure actuelle, là. OK. Ben donc, justement, je voulais vous poser la question, à quel point est-ce qu'on peut présumer que la convergence culturelle du PQ à l'heure actuelle, c'est la convergence culturelle de Guillaume Rousseau? Parce que je me demandais, est-ce que vous aviez poussé vous-même pour ce modèle-là au sein du parti ou est-ce qu'ils se sont simplement approprié votre modèle? Simplement de réponse d'abord. Dans mon étude, et vous l'avez vu, puis d'ailleurs, vous l'avez fort bien résumé, là, chapeau à vous pour ça. Alors, vous avez vu que je suis parti des écrits qui existent déjà, dont la politique de développement culturel de 1978 d'un gouvernement du Parti québécois. Donc, à la base, moi, je suis parti de là, puis ensuite de d'autres auteurs qui en ont parlé au fil des années plus récemment. Mais à la base, vraiment, les premiers qui l'ont conçu, ce modèle-là, qui l'ont mis dans une politique publique et tout, c'est essentiellement Fernand Dumont, dans une moindre mesure Guy Rocher, donc deux grands sociologues qui étaient à ce moment-là sous-ministres dans un gouvernement du Parti québécois. Donc, à la base, c'est une créature péquiste, si on veut. Et là, moi, je l'ai retrouvé, réanimé, ressuscité. On peut utiliser l'image que l'on souhaite en 2014. Fait à la base, il y a
cette filiation-là. Et à l'époque, effectivement, en 2014, j'étais plus impliqué politiquement. J'étais au Parti québécois, j'étais à l'exécutif national. Et pour pour le congrès de 2017, donc pour le programme qui a été adopté, j'étais effectivement dans le cercle de ceux qui contribuaient particulièrement au programme. Mais finalement, puis je pense que ça venait du chef à l'époque, là, sans révéler trop de secrets. Ce qui avait été inscrit dans le programme, c'était concordance culturelle, là, plutôt que Ouais. convergence. Donc, il y avait eu un choix de mots un peu différent, mais sur le fond, c'était assez proche. Puis effectivement, j'avais pu jouer un rôle là-dedans. Mais par la suite, après 2018, là, j'étais moins impliqué en politique que partisane. Donc là, je ne saurais pas dire par quelle voie au Parti québécois l'idée a progressé, là. C'est bon. Donc, on peut peut-être le présumer jusqu'à preuve du contraire, mais il se pourrait que ce ne soit pas exactement la même Je sais chose. que pour donner une réponse peut-être complète, je sais qu'au Bloc, il y a des gens qui ont fait la promotion de la convergence culturelle, vraiment en citant mes travaux. Et je pense à une dénommée Isabelle Dion, entre autres, et quelques autres. Donc, je sais qu'au Mhm. Bloc, clairement, les gens sont en contact avec moi, ils me posent parfois des questions, ils me demandent la différence entre l'interculturalisme, on essaie de résumer ça. Donc, je sais que du côté du Bloc, j'ai eu quelques personnes qui m'ont interpellé, puis à qui j'ai donné quelques conseils, quoi, sont très, très bons en contenu, mais je sais que là, j'ai connaissance qu'au Bloc, c'est directement mes travaux qui influencent ça, puis sans doute d'autres réflexions, puis d'autres choses. Des fois, ça vient aussi du terrain. Là. Les intellectuels peuvent faire avancer au débat, mais souvent, dans les partis politiques, il y a aussi les gens du terrain. Donc, au Bloc, je peux dire qu'il y a un lien direct. Au PQ, c'est un petit peu plus lointain, puis pour les dernières années, je ne saurais pas vous le confirmer. OK, c'est bon. Euh, En 2008, Charles Taylor avait publié un article intitulé Interculturalism or Multiculturalism. Et en gros, sa thèse, c'était qu'il n'y a pas de différence concrète tant que ça entre le multiculturalisme et l'interculturalisme, à tout le monde au niveau des politiques publiques. Il disait que par contre, il y avait une différence au niveau du récit collectif qui était exprimé par chacun des modèles. Et il se disait, il avait l'air en fait de prendre cette différence-là au sérieux dans ce sens que c'est pas juste une question de rhétorique, il y a ça fait une différence le fait de communiquer un récit différent. Et moi, à force de lire sur les modèles d'intégration, j'ai développé le fort sentiment que finalement, les différences de politique publique entre les différences de politique publique entre les différents modèles ne sont peut-être pas si significatives que ça, en ce sens qu'on peut justifier les mêmes politiques publiques euh, à partir de différents modèles. En tout cas, beaucoup de politiques publiques. Et donc, j'ai l'impression que c'est surtout une influence idéologique qu'exercent les modèles. Mais j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que les modèles d'intégration, c'est surtout des modèles de politique publique? Je pense que c'est les deux. Moi, j'aurais tendance à aussi important un que l'autre. Puis effectivement, puis surtout, c'est vrai qu'il y a un aspect récit collectif, que c'est pas seulement les mesures concrètes qui vont résulter de cette politique-là. Je pense que le voir comme ça, ce serait réducteur. Je pense que le multiculturalisme canadien, oui, il y a des rapports annuels, il y a des pratiques, il y a des programmes de subvention et tout, mais c'est plus que ça. C'est un récit, c'est une idéologie, ça contribue à l'identité nationale canadienne. Donc, je pense qu'il faut voir les deux aspects. Puis peut-être même que le deuxième aspect, plus symbolique, plus relatif au récit, est peut-être même plus important, alors que Mhm. d'autres questions de politique publique, en santé, oui, il peut y avoir un récit autour de l'accessibilité et tout, mais finalement, ce qui compte, c'est les politiques sur le terrain puis le très concret, alors que dans les modèles d'intégration, l'aspect symbolique est peut-être plus important que dans bien d'autres secteurs. Donc, vous faites bien de faire cette nuance-là. Puis donc, j'aurais tendance à dire que les récits, Taylor a peut-être un peu raison, là, que le récit se veut un petit peu différent, interculturalisme, multiculturalisme, mais même sur le récit, les différences m'apparaissent pas si importantes. Puis dans les conséquences, là, vraiment, c'est assumé, c'est dans le rapport Bouchard-Taylor, ça donne la même chose. À la fin de la journée, on a les mêmes accommodements religieux. Puis convergence culturelle, là, je pense que le récit est vraiment différent. Puis je pense que les conséquences pourraient être en partie différentes, en partie similaires. Il y a peut-être des choses qui font consensus, mais je pense que si on devait le préciser, puis là, il reste peut-être du travail à faire. Si on avait des recherches à faire là, au-delà de la mienne, peut-être qu'on pourrait. Une recherche que j'aimerais faire, mais ça me prendrait probablement un sociologue ou autre, ce serait vraiment d'aller sur le terrain. Des fois, je vois ça dans les médias, Mhm. qu'il y a des écoles qui disent bon, ben là, on remarque que les élèves dans les corridors ne parlent plus en français alors qu'on est une école française. Bon, ben là, on va mettre en place un programme où on va valoriser la culture, la littérature québécoise pour que nos élèves Mhm. parlent français, pas parce que c'est obligatoire, mais parce que ça va leur tenter. Donc, je vois plein d'initiatives comme ça. Mais est-ce que c'est répandu? Est-ce que ça fonctionne? J'aimerais qu'il y ait une étude terrain. Il y a peut-être quelque chose à l'IRQ qu'on fait
une prochaine étude qui s'en vient qui est proche de ça, mais ça en prendrait vraiment plusieurs pour documenter ça, là. C'est vrai qu'il manque peut-être un traitement plus sociologique de la notion de convergence culturelle, là. C'est ça qui, c'est peut-être le morceau de viande qui manque à votre modèle, si je peux parler ainsi. Pour poursuivre sur la question de l'interculturalisme, moi, j'ai lu le livre de Bouchard et j'ai trouvé qu'il se caractérisait surtout par une profonde ambivalence. Tu sais, au cœur même du modèle, je trouve que il y a de l'ambivalence. Et j'avais fait une vidéo sur l'interculturalisme en plus de celle sur votre modèle. Et j'employais un concept qui avait été élaboré par Bouchard pour critiquer son propre modèle. C'était le concept de pensée équivoque qu'il utilisait pour caractériser la pensée canadienne-française au 19e siècle pendant la Puis Lionel survivance. Groulx, entre autres. Oui, puis bon, Édouard Montpetit aussi, surtout, apparemment. Je connais pas moi-même personnellement très, très bien la pensée intellectuelle de cette époque-là, mais en tout cas, la pensée équivoque étant une sorte de déchirement des intellectuels entre un ensemble de valeurs qui les poussent davantage au conservatisme, au repli, à la survivance, et de l'autre côté, un autre ensemble de valeurs, mais qui les pousse davantage au libéralisme et à l'ouverture sur le monde. Et on peut penser que cette pensée équivoque n'a seulement été brisée qu'à partir de la Révolution tranquille. Et la pensée de Bouchard sur les enjeux de diversité, moi, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à cette pensée équivoque, en ce sens qu'il y a une sorte de déchirement entre la nécessité de défendre, disons, l'héritage, la continuité historique du Québec, mais d'autre part, l'ouverture à la diversité. Mais j'aimerais savoir si vous partagez cette lecture de l'interculturalisme. Ben, oui, mais avec peut-être la nuance suivante ou un cadrage un peu différent. Moi, je pense que ce qu'on peut appeler l'équivoque, quoi, mais en fait, je pense que c'est inhérent à l'identité québécoise, puis que c'est pas mauvais. Tu sais, pour moi, l'identité québécoise, c'est à la fois la poursuite de l'aventure française en Amérique, pour le dire comme ça, donc la fidélité, notre langue, notre culture, notre histoire, puis en même temps, une très grande modernité, en même temps, les droits individuels, l'égalité homme-femme, les Mhm. technologies, le libre-échange, la mondialisation. Donc, c'est de tenir les deux. Être québécois, c'est de tenir les deux. On déciderait de sacrifier un des deux, qu'on serait plus québécois, à mon sens. Donc c'est vraiment ça. Fait après ça, de critiquer ça, évidemment, si ça va trop loin, on est toujours assis entre deux chaises, puis on n'arrive jamais dans une pensée à trancher, là, ça peut devenir problématique. Mais à la base, c'est une richesse, puis bien gérée, avec une dialectique bien pensée, ça peut être une richesse, puis c'est au cœur de la condition québécoise, à mon sens, sans tomber dans penser qu'être québécois, c'est ambivalent politiquement, forcément, comme un peu les tourneaux ou d'autres. Mais donc, je pense qu'il y a cette tension créatrice-là qui ne nous mène pas à l'ambivalence. Il faut en tenir compte. Ensuite, on peut trancher, on peut faire des choix collectifs qui sont importants, qui sont intelligents. Mais Bouchard, j'ai l'impression qu'il part de ça, donc ce qui est bon. À la limite, je suis d'accord pour dire qu'il faut tenir compte de ces deux aspects-là. Mais j'ai l'impression que lui, il va comme un peu trop loin. C'est qu'à un moment donné, il tombe dans le multiculturalisme. Par exemple, dans son modèle d'interculturalisme, finalement, les arts et les productions artistiques québécoises, c'est putain important. Ce qui est commun, c'est les institutions juridiques ou le marché du travail. Donc, là, pour moi, il va beaucoup trop loin. En général, dans son œuvre, vous connaissez sans doute les critiques que Mathieu Bock-Côté a fait de l'œuvre de Bouchard dans la dénationalisation tranquille et autres. Puis je suis plutôt d'accord. Euh, donc, donc, effectivement, je pense que Bouchard, à la base, il part de cette bonne intention-là, d'essayer de tenir compte de tout ça, puis d'avoir une pensée complexe. Puis finalement, ça aboutit à. Il va trop loin dans les concessions, à une espèce d'idéologie pluraliste, puis il tombe pratiquement dans le multiculturalisme à la fin, là. Hmm. Moi, je trouve aussi en fait qu'il y a de la difficulté des fois à s'élever au-delà du niveau du descriptif. Parce que, tu sais, il parle du Oui. fait qu'il peut avoir une forme de métissage culturel à l'œuvre, qu'il peut avoir des éléments culturels qui vont faire partie de la culture commune, mais il se prononce jamais sur si oui ou non c'est une bonne chose que ça arrive. Il y a de la difficulté à sortir de sa posture de sociologue, à mes yeux. Et en même temps, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup, moi je trouve que c'est peut-être mon réflexe de juriste, mais je trouve que c'est beaucoup des arguments d'autorité. Donc, il me dit voici ce que c'est l'interculturalisme. Là, il n'y a pas tant de Mhm. notes en bas de page. Il y a pas Gérard Bouchard dit que c'est ça, donc c'est ça. Moi j'ai plutôt tendance à aller voir, bon, mais allons voir dans les institutions, là, puis c'est quoi les politiques de l'interculturalisme, puis qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Là. Donc, c'est mon réflexe de juriste. Puis effectivement, on pourrait avoir un réflexe de sociologue d'aller sur le terrain, faire des entrevues et tout, ce que ne fait pas nécessairement M. Bouchard. Là. Ouais, ben moi, je trouve en fait qu'il joue bien le jeu en fait de l'élaboration des modèles, en ce sens que c'est celui qui va s'approprier le plus fortement le modèle qui va réussir à le définir. Autrement, Ouais. autrement, ils finissent par ne rien vouloir dire.
Euh, donc, je suis content que vous m'aviez dit tout à l'heure que j'avais bien réussi à représenter votre pensée dans ma vidéo. Mais je faisais aussi beaucoup de suggestions et parfois même des critiques Oui. dans ma vidéo. Donc, j'aimerais beaucoup avoir votre rétroaction à ma rétroaction, euh, notamment sur la suggestion d'ajouter un principe, disons, de lutte contre le racisme au modèle. Disons, une reconnaissance du fait que le racisme est un obstacle à la convergence culturelle. Donc, deux, trois éléments de réponse. La première, c'est peut-être un peu plate, mais c'est une réponse d'ordre méthodologique. C'est que moi, quand j'ai fait ce travail-là, j'ai vraiment fait une revue de littérature. Puis là, à partir de ma revue de littérature, j'en ai ressorti les principes. Puis là, par un travail de légistique, j'ai expliqué comment ça pourrait se retrouver dans une loi. Mais donc, à la base, je n'ai pas souhaité nécessairement innover. Tu sais, je ne me suis pas Hmm. dit, bon, ben, en 2024 ou en 2014 à l'époque, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter la lutte au racisme comme un principe de la convergence culturelle? Je ne l'ai pas trouvé dans la littérature, dans la revue de la littérature. Donc, les différents auteurs qui ont parlé de convergence culturelle, ça ne m'est pas apparu comme quelque chose qui revenait constamment, qui était souligné, qui était explicite, puis qui me permettait à partir de ma méthodologie d'en faire des convergences culturelles. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. C'est pas parce que je pense pas que c'est une bonne idée ou quoi. C'est parce que ma méthodologie m'a amené à essayer de ne pas, même si à la fin, on comprend là, que je trouve que c'est un bon modèle et que je le préfère à l'interculturalisme et au multiculturalisme, mais à la base, l'idée, c'était pas d'avoir un modèle qui allait me plaire, c'était de vraiment bien refléter l'état de la littérature en simplifiant, en la synthétisant et tout, mais sans l'altérer. Fait que c'est ce qui explique que c'est pas là. Là, je dis ça par y repensant peut-être que dans le document, autant de façon d'être québécois, peut-être pas dans quoi qu'on pourrait aller voir en même temps, j'allais dire, pas dans la politique de développement culturel de 78, mais peut-être que sans l'associer à convergence culturelle, il est probablement question de lutte au racisme ailleurs dans ce document-là parce que c'est très riche, très volumineux. Mais sinon, dans autant de façons d'être québécois, là, il y aurait peut-être des choses, mais en même temps, autant de façons d'être québécois, c'est qui est de début des années 80, je pense que c'est Godin à ce moment-là qui est en charge plutôt que Lorrain. C'est un peu un document de transition parce qu'on parle de convergence culturelle, mais on a certaines mesures plus du type interculturalisme, multiculturalisme. C'est un document qui est peut-être moins évident à situer par rapport au modèle, mais de mémoire, il y a peut-être là-dedans, il y a quelque chose, là, il y aurait peut-être moyen de faire le lien entre convergence culturelle et lutte au racisme dans ce document-là. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui ressort. Ça ne veut pas dire que les auteurs qui parlent de convergence culturelle ne sont pas sensibles à cette question-là. Je pense que l'optique, c'est vraiment de dire. L'optique, c'est. En fait, quand on parle implicitement ou explicitement de racisme, c'est de dire le multiculturalisme, puis des fois même l'interculturalisme, c'est peut-être justement on voit ça comme ça insiste sur les races. C'est souvent dans la loi sur le Mhm. multiculturalisme, on parle de la race, puis là, ben, on veut éviter soit mettre en valeur les races ou éviter les discriminations fondées sur la race. Donc, il y a comme une espèce de la façon de combattre le racisme, souvent dans le multiculturalisme, l'interculturalisme, c'est d'en parler, de parler des races et tout. Alors que la façon de combattre le racisme dans la convergence culturelle, c'est de dire arrêtons de parler de race et parlons de culture. Donc, arrêtons de parler de ce qui nous divise, les couleurs de peau, les prétendues races, et parlons de culture. Puis là, culture, ben, peu importe votre couleur de peau, vous pouvez être de culture québécoise. Alors c'est un peu, c'est comme si l'antiracisme, il est implicite. Donc, Mhm. on a comme pas besoin d'en faire un principe, puisque l'idée même, c'est de faire abstraction des couleurs de peau, puis c'est cette façon-là de combattre le racisme. Donc, c'est une espèce de racisme, c'est une espèce d'antiracisme universaliste, non-différentialisme, aveugle aux différences. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus difficile d'en faire un principe, mais je pense qu'on pourrait le faire quand même. Là, mais a priori, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le rapport entre convergence culturelle et antiraciste, c'est de dire, ben, si on arrête de parler des races, puis on parle de culture, puis qu'on fait clairement comprendre que peu Mhm. importe votre couleur, on va bâtir ensemble une culture, ben, dans les faits, ça va contribuer à combattre le racisme. Mais je comprends l'autre point de vue qui dit, ben, il faut d'abord qu'il n'y ait pas d'obstacle lié au racisme à Mhm. l'entrée dans cette culture-là pour que ça puisse fonctionner. Donc là, on est un petit peu sur une logique d'œuf ou la poule. Mais donc, ça serait un petit peu ma réponse préliminaire. Mais sinon, c'est un remarqué, moi, je suis toujours à la recherche de commentaires. C'est pour ça que j'étais très heureux d'écouter votre vidéo. Puis, je suis toujours à la recherche de réflexion et tout. Puis effectivement, il y aurait sans doute moyen de bonifier la réflexion autour de la convergence culturelle en y ajoutant, en explicitant peut-être son volet antiraciste qui, à mon sens, est là, mais est implicite. Puis, à ce moment-là, le risque, c'est à la fois que il y a l'antiracisme militant, en tout cas, disons, puis même universitaire, est tellement monopolisé par des groupes qui sont dans le multiculturalisme, qui sont dans le différentialisme, que si on commence à faire le tour de la littérature en matière d'antiracisme, rapidement, on va être
submergé de pain de pensée dont les prémices sont multiculturalistes. Donc, ça nous replongerait là où on veut parler. Mais en même temps, émerge récemment autour de groupes comme La Cure, de Muriel Châtelier, Stéphane Fauguin, quelques autres. Il émerge au Québec depuis quelques mois, quelques années, un antiracisme universaliste. D'ailleurs, j'ai été invité au forum de l'Association des Québécois unis contre le racialisme pour parler de convergence culturelle. Donc, ma dernière conférence sur le sujet est donnée là. Donc, peut-être qu'il émerge au Québec récemment, en tout cas plus fortement qu'avant, un antiracisme universaliste qui, lui, serait beaucoup plus compatible avec la convergence culturelle que d'autres types d'antiracisme plus racialistes, plus différentialistes. Alors, il y a peut-être une convergence, pour reprendre le mot, un contexte, une fenêtre d'opportunité qui permettrait de penser l'antiracisme universaliste comme un des principes de la convergence culturelle. Puis je vous remercie de m'avoir mis sur cette piste-là. Ah ben ça fait plaisir. Ouais, de mon point de vue, tu sais, il y a nécessairement une tension entre, d'une part, la lutte contre le racialisme, là, comme le concept qu'on emploie de nos jours, et d'autre part, la nécessité des fois d'employer les catégories raciales pour identifier le racisme et le dénoncer. Et donc, c'est difficile des fois de savoir comment, trouver le bon chemin entre ces deux tendances-là en tension. Euh, et donc, ultimement, la question, c'est est-ce qu'on devrait expliciter l'antiracisme de la convergence culturelle ou le maintenir implicite? Euh, moi, honnêtement, en considérant qu'il faut réussir à convaincre les immigrants, on ne peut pas juste créer un consensus auprès des Québécois de souche, des Québécois natifs, là, ou peu importe l'expression. Je pense qu'il faut viser spécifiquement l'acquiescement des immigrants au modèle. J'ai l'impression qu'on aurait peut-être besoin de l'expliciter, cet antiracisme-là, mais bon, je n'ai pas d'argument massu non plus pour défendre mon point de vue. Sinon, l'argument aussi, c'était de dire, ben, en quelque part, le débat sur la lutte au racisme a pris tellement de place que peut-être il y a 10 ans, quand j'ai fait mes premiers travaux sur la convergence culturelle, ou en 78, quand Dumont et Rocher ont fait leurs travaux, peut-être qu'à l'époque, c'était pas l'antiracisme, quelque chose, un débat. Et oui, ça existait, puis oui, il y en avait des débats dès l'époque, mais c'était peut-être pas une telle place dans l'actualité, dans les plans d'action gouvernementaux, qu'on pouvait dire, ben, nous, on a une approche antiraciste implicite, puis ça fait le boulot. Mais là, dans un monde tel que le nôtre, 2024, où le débat sur l'antiracisme prend tellement de place, c'est comme s'il faut prendre position là-dessus. Puis si on ne le fait pas, ben, même des gouvernements qui seraient nationalistes, qui seraient à faveur de la convergence culturelle, vont devoir avoir des plans d'action de lutte au racisme. Puis là, risque de tomber dans le différentialisme, dans le racialisme, si on ne les fournit pas en termes d'alternatives en matière de lutte au racisme. Donc, tout ça mis ensemble, j'aurais tendance à être d'accord avec votre suggestion a priori. Là. OK. Euh, Puis sinon, parlons de la laïcité. Est-ce que vous faites un lien entre la laïcité et la convergence culturelle? Je fais un lien dans le sens où je pense que la laïcité, évidemment que c'est un principe universel, que c'est vrai partout dans le monde. Puis bon, et encore là, il y a une tension de dire, ben oui, c'est un principe universel, il ne faut pas nécessairement associer ça à une spécificité québécoise. C'est a priori, dans un monde purement d'idées abstraites, évidemment que la laïcité, c'est bon partout dans le monde, puis c'est pas spécifique au Québec. Bon, j'en conviens. Maintenant, dans le monde réel dans lequel on vit, puis notamment en raison de considérations juridiques, historiques, culturelles et autres, bien, évidemment que l'attachement des Québécois à la laïcité vient de l'histoire du Québec et le monde francophone a développé, puis bon, on pourrait faire le lien avec le catholicisme aussi, là, mais a développé un lien différent avec une conception différente de la laïcité que la laïcité ou le secularisme qui peut exister dans les pays plus anglo-saxons. Donc, pour moi, une fois qu'on fait ce constat-là, ça n'empêche pas que la laïcité pourrait être pensée complètement à part des modèles d'intégration, puis en faire une idée abstraite. Bon, puis ça peut se défendre que c'est complètement distinct, mais je pense que dans le contexte québécois, terrain, réel, politique, il y a un lien à faire entre les deux parce que l'argument qu'on entend parfois contre la laïcité, c'est de dire OK, on comprend là, que vos grands-parents, vos grands-mères ont comme subi un peu l'Église catholique et tout. Bon, on comprend là, que dans l'histoire du Québec, il y a quelque chose là, qui fait qu'on arrive à prôner une laïcité un peu plus affirmée qu'ailleurs. Mais en quoi le traumatisme de ce groupe-là ou l'expérience historique de ce groupe-là parmi tant d'autres peut être imposé aux autres? Je l'ai déjà entendu là, explicitement dans un débat sur la laïcité, un universitaire fort respectable faire cet argument-là. C'est en quoi le groupe, guillemets, canadien-français, son expérience historique justifie qu'on a une règle pour tous les Québécois qui n'ont peut-être pas cette expérience historique difficile avec l'Église catholique. Donc, c'est un argument qu'on entend, là, qui existe dans l'espace public. Puis la convergence culturelle y répond en disant, ben le groupe
entre guillemets, Canadiens, Français, comme on disait à l'autre époque, ou plus largement Québécois, francophones qui participent bon, à la culture québécoise et tout, d'expression française. Bon, ben ce groupe-là, c'est pas un groupe parmi d'autres. C'est comme, c'est le cœur, c'est le foyer de convergence. Après ça n'empêche pas de reconnaître d'autres, ça n'empêche pas qu'il faut des compromis, ça n'empêche pas, bon, tout ça, mais c'est pas juste un groupe comme les autres, c'est au cœur, puis c'est pour ça qu'il existe un État au Québec, un État-nation. C'est pas un État qui dispense des droits onusiens là, de manière complètement déconnectée de l'histoire. Une fois qu'on a cette position là, de dire la culture québécoise, c'est pas une culture parmi tant d'autres au Québec, c'est la culture dont l'État québécois est particulièrement responsable, pour lequel l'État québécois doit faire particulièrement des efforts. C'est un petit peu pour ça qu'il a été créé. Hein, je pense que s'il n'y avait pas de majorité francophone au Québec, on n'aurait probablement pas un Canada qui serait une fédération. Donc, tout ça mis ensemble, une fois qu'on a dit ça, bon, ben, forcément, effectivement, le lien il est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que c'est légitime de tenir compte de l'histoire du Québec pour s'élaborer un modèle eu égard au rapport entre l'État et les religions, ben, ça nous mène à une laïcité un petit peu plus affirmée du type de celle de la loi 21. Puis en même temps, l'autre lien, c'est que la convergence culturelle, même si c'est un modèle plus affirmé, plus nationaliste, bon, que le multiculturalisme ou l'interculturalisme, ça reste que c'est pas l'autre extrême non plus. C'est pas de l'assimilationnisme, c'est pas le modèle républicain français traditionnel et tout, là. C'est un peu quelque part entre les deux. Puis je pense que la laïcité québécoise, la loi 21, c'est aussi ça. T'sais, oui, ça c'est plus affirmé que ce qui existe dans les autres provinces, mais c'est pas le modèle français non plus, avec l'interdiction du port de signes religieux chez les élèves. Donc là aussi, il y a un lien à faire, je pense. OK. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il serait, d'un point de vue, disons, stratégique, ce serait peut-être pertinent de ne pas connecter justement les deux, puisque il y a un risque que la polarisation par rapport à la laïcité, ou en tout cas le projet de loi sur la laïcité, se transmette au modèle de la convergence culturelle. Puis j'ai l'impression, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'on peut séparer les deux, là. Le lien conceptuel n'est pas aussi évident que dans le cas, par exemple, de l'antiracisme, à mes yeux. Mais il faut dire aussi que moi, j'assume peut-être davantage le côté plus entrepreneurial, politique des modèles d'intégration. Vous avez tendance à peut-être rester un peu plus au niveau descriptif, au niveau de la littérature. Moi, j'ai davantage envie de bidouiller un peu avec les différentes facettes du modèle. Non, c'est très intéressant. J'apporterai la nuance suivante, par contre, au niveau du risque de polarisation. Malheureusement, je pense qu'il est déjà là dans le sens où les groupes, là, puis c'est un peu les mêmes, même si je suis d'accord avec vous, là, quelqu'un pourrait très bien dire, moi, je suis d'accord avec la convergence culturelle pour telle raison. Par ailleurs, j'ai un petit peu de critique à l'égard de la loi 21 pour tel aspect, ou inversement, quelqu'un pourrait dire, ah, moi, je suis pour l'interculturalisme, par ailleurs, j'aime la loi 21. Donc, on peut très bien faire cette distinction-là. Là. Je pense qu'il y a des liens que j'ai évoqués tantôt, mais que par ailleurs, on pourrait faire des nuances, puis un individu peut très bien avoir dans son esprit, dans sa pensée politique, une opposition à la loi 21, puis une adhésion à la convergence culturelle ou l'inverse. Donc là-dessus, je vous suis. Sur la polarisation, je pourrais ça, malheureusement, la convergence culturelle, puis dès que vous dites, bon, l'interculturalisme, c'est un peu comme le multiculturalisme, il faudrait peut-être trouver autre chose. Dès que vous êtes dans ces eaux-là, ou des propos qui se rapprochent un peu de ça, tout de suite, il y a des groupes qui réagissent. Puis souvent, c'est les mêmes qui s'opposent à la loi 21, mais à la limite, on peut faire la distinction quand même. Mais, donc, il y a beaucoup de groupes, puis dans les universités, c'est presque hégémonique, donc on a cette pensée-là. Alors la convergence culturelle, même si je pense que sur le fond, j'ai acquis la conviction que c'est vraiment un très bon modèle approprié pour le Québec, en termes de stratégie politique, c'est forcément polarisant. C'est forcément un peu polarisant. Même qu'à un moment donné, j'avais un peu théorisé pour parler de stratégie politique, comme vous dites. Je me disais, bon, s'il devait y avoir une loi cadre, vous avez vu qu'en annexe de mon étude, il y a vraiment une loi cadre. Donc, idéalement, moi, j'aimerais qu'il y ait une loi qui soit adoptée, là, comme il y a la loi sur le multiculturalisme au niveau fédéral. Puis je me disais, si on arrive avec un projet de loi sur la convergence culturelle, je suis à peu près sûr que ça va polariser. De manière comparable, peut-être même à la loi 21. Bon, donc j'en suis conscient pour toutes sortes de raisons, là, un peu historiques. Là, on dit qu'à l'époque, bon, de Godin, justement, il y a des groupes là, qui ne se sentaient pas assez reconnus. Fait que là, Godin était peut-être quitté un petit peu de la convergence culturelle. Bon, là, on pourrait revenir sur les motifs plus historiques, mais mon point est suivant, c'est qu'à un moment donné, j'avais même pensé, puis je ne me souviens pas l'avoir écrit, c'est peut-être une primaire que je le dis en public, j'avais même peut-être théorisé de dire, bon, ben, si l'objectif n'est pas de polariser, parce que des fois, ça pourrait être politiquement rentable pour un parti de dire on dépose un projet de loi sur la convergence culturelle, il y a de l'opposition, mais on a un bon 60-70 d'appui, puis on va de l'avant. Ça pourrait tout à fait être défendable comme approche. Une autre approche, si on ne cherchait pas à polariser,
je me demandais si on ne pouvait pas combiner interculturalisme et convergence culturelle de la manière suivante. C'est-à-dire, premièrement, puis vous l'aviez souligné dans votre vidéo, moi, j'ai toujours pensé que la convergence culturelle, ça concernait les Québécois d'expression française et tout, mais aussi les nouveaux arrivants qui sont destinés, de par le fait qu'ils vont à l'école de langue française, à se joindre à la majorité historique. Mais ça ne concerne pas les anglophones qui ont leur propre culture, des Québécoises d'expression anglaise, qui participent à la culture canadienne, américaine, puis qui ont leurs propres écoles, qui ne sont pas destinés à se fondre au tout, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des citoyens à droits égaux, mais en termes de culture, je pense qu'ils ont leur culture distincte, puis c'est le système scolaire, entre autres, est fait comme ça, puis c'est correct. Et d'autre part, il y a les Autochtones, même genre de réflexion, sont pas à se joindre culturellement, même si évidemment on peut avoir plein d'échanges, puis il y a des francophones, puis ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure, mais c'est correct qu'ils veulent développer leur propre vie culturelle. Alors, on exclut ces deux groupes-là, puis là, à partir du moment où on dit que ces groupes-là ne sont pas concernés par la convergence culturelle, encore qu'ils pourraient, certains individus pourraient décider de joindre la culture, il ne s'agit pas des exclure, mais disons que institutionnellement, il n'y a pas nécessairement des programmes de subvention pour les amener à se joindre à la culture commune. Une fois qu'on dit ça, ben, c'est quoi les rapports qu'on a avec les anglophones ou avec les autochtones? Ben, peut-être que l'interculturalisme là, est intéressant dans le sens chacun a sa culture, mais ensuite ça prend des échanges. Donc, j'exclus pas que le concept d'interculturalisme puisse être pertinent pour les anglophones et les autochtones. Donc, à partir de là, on peut imaginer un modèle où on dit une loi sur la convergence culturelle et l'interculturalisme, où on dit que la convergence culturelle, c'est pour les nouveaux arrivants et les Québécois francophones, pour le dire comme ça, et l'interculturalisme, c'est plutôt pour les rapports anglophones, francophones, autochtones, non autochtones. Fait que déjà, peut-être que ça. Mais encore là, même ça, ça polariserait un peu parce qu'il y en a vraiment qui tiennent à l'interculturalisme pour les nouveaux arrivants. Donc, si on voulait aller un pas plus loin en termes de compromis politique ou quoi, ce serait de dire est-ce que pour les premières générations, pour l'immigrant qui arrive demain matin, est-ce que c'est vraiment réaliste, surtout quand il arrive à l'âge adulte, là, bon, assez avancé, comme c'est souvent le cas, 30-40 ans, est-ce que c'est réaliste de penser que cette personne-là va adhérer à la culture québécoise, puis va la faire évoluer et tout? Bon, je pose la question, ça dépend des individus, ça ne m'apparaît pas évident. Et moi, la convergence culturelle, je l'ai surtout pensé pour les deuxième, troisième générations. En fait, pour des raisons personnelles, familiales et autres, mais aussi pour des raisons démographiques. C'est-à-dire que la réalité du Québec aujourd'hui, c'est qu'on a dans les classes, partout, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois issus d'immigration, puis souvent issus de mariages mixtes. C'est-à-dire qu'il y a un parent qui est un immigrant ou un fils d'immigrant, mais l'autre ne l'est pas, l'autre vient de Nouvelle-France. Bon, on a ça, c'est ça la réalité de terrain du Québec, puis je trouve que le multiculturalisme, l'interculturalisme répond mal à ça. Alors qu'il pouvait constituer une réponse avec des avantages et des inconvénients pour la première génération, je pense qu'ils sont complètement dépassés, ces modèles-là, pour les deuxième, troisième générations. Puis là, il ne s'agit pas de dire que les gens sont immigrants jusqu'à la 22e génération. Là. Il faut faire attention à l'expression deuxième, troisième génération, mais n'empêche que ça existe quand même un peu. Puis que les gens qui ont un grand-parent immigrant, des fois, peuvent avoir un prénom, peuvent avoir un petit attachement culturel tout en étant pleinement québécois. Alors je me dis, est-ce qu'on pourrait penser un modèle où, pour les premières générations, soit que c'est de l'interculturalisme, soit que c'est une espèce de choix, on dit il y a l'interculturalisme, il y a la convergence culturelle, puis pour quelqu'un de première génération, mais peut-être que sur le plan individuel, il peut avoir le choix, puis il y a des programmes de subvention à la fois plus de type interculturel, plus de type convergence culturelle. Mais deuxième, troisième génération, là, vraiment, donc dans nos écoles, entre autres, là, vraiment, on est dans la convergence culturelle. Si on faisait ça, là, c'est le plus loin que je suis allé en termes de penser un modèle qui aurait peut-être une chance de ne pas polariser. Mais encore là, il y aurait des groupes contre, des groupes pour, des groupes contre, mais je pense qu'il n'y en aurait pas trop de contre, puis ce serait intéressant de pousser cette réflexion-là. Là. Mais justement, sur le sujet de la polarisation autour de la convergence culturelle, puis peut-être la possible levée de bouclier qui va avoir lieu si on le popularise, est-ce que vous êtes familier avec le concept de créolisation théorisé par Édouard Glissant? Oui, je connais un peu, puis ça a été repris évidemment en France par Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai pas assez lu pour vraiment vous dire le lien exact, dans quelle mesure ça recoupe peut-être un peu convergence culturelle. Vite comme ça, là, si mon souvenir est exact, il y a des liens dans le sens où on est dans la mixité, puis ça va même plus loin que la mixité, mais il y a cet élément-là, donc il y aurait peut-être ce point de convergence, pour reprendre le mot, entre convergence culturelle, créolisation. Peut-être que ça va, sauf erreur, la créolisation, en tout cas surtout quand c'est repris par la France insoumise, il n'y a peut-être pas un côté où on met la culture
française ou québécoise d'expression française, dans notre cas, au cœur du processus. On est peut-être plus dans des échanges où il n'y a pas nécessairement un foyer de convergence. Donc, là, il y aurait peut-être une distinction à faire. Fait que ce serait ça ma réponse préliminaire, mais il faudrait que je fouille plus pour vous donner une réponse plus complète. Ouais, ben, j'ai moi-même pris connaissance assez récemment du modèle, en fait, à cause d'un des commentaires en dessous de ma vidéo sur la convergence culturelle qui me demandait si la convergence culturelle et la créolisation, c'était la même chose. Et donc, ça m'a poussé à faire des recherches. Puis, j'ai l'impression que la créolisation, ça ressemble beaucoup à la convergence culturelle. Par contre, c'est mobilisé par une sensibilité politique différente. J'ai l'impression que, ben, puis justement, c'est la raison pour laquelle Mélenchon choisit d'utiliser ce concept-là. Je pense qu'il y a davantage une sorte de laisser-faire par rapport à l'évolution de la culture dans le cas de la créolisation. Mais ça reste proche de la convergence culturelle. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que ce concept de créolisation serve de, disons, de variante plus de gauche, de gauche libérale à votre concept de convergence culturelle, ce qui permettrait peut-être d'éviter la polarisation justement autour de la convergence culturelle. Ce qui impliquerait par contre d'en diluer un peu le sens. Ouais, c'est intéressant. C'est une vraie hypothèse. Bon, un obstacle que je vois, c'est créolisation. L'autre sens, peut-être que ça hop. Là, il faudrait voir si glissant, je présume, qui fait ce lien-là puis fait les nuances nécessaires. Là, mais je me souviens plus d'avoir vu le détail sur sa plume. C'est que bon, la créolisation, c'est aussi le français qui devient une langue, la langue créole. Puis là, bon, évidemment, c'est ce qu'on essaie d'éviter au Québec. On ne voudrait pas là, devenir remplacer le français par le joual, là, ce qui serait l'équivalent maison québécois de la créolisation. Fait qu'il y aurait des nuances importantes à faire, mais que ce modèle-là soit réapproprié un peu à gauche, ça peut être intéressant. Bon, a priori, Fernand Dumont, c'est lui qui était, je pense, qui avait élaboré la notion de socialisme d'ici, donc c'était plutôt un type de gauche. Même chose pour Guy Rocher, c'est des gens qui étaient dans la Révolution tranquille, donc pour l'État, pour les institutions publiques et tout. Donc c'était plutôt des types de gauche, mais ils ont fait l'objet, et la convergence culturelle a fait l'objet d'une critique de gauche, puis notamment par un sociologue québécois originaire des Antilles, peut-être d'Haïti. Puis là, son nom m'échappe pour faire exprès, mais c'est cité dans mon article que j'ai publié dans la revue canadienne Droit et Société. Là, donc là, c'est l'article en version anglaise de je ne sais pas si vous avez lu celui-là, je sais que vous en avez lu plusieurs là, de mes travaux, mais le dernier que j'ai publié est en anglais. Puis la nouveauté dans cet article-là, je reprends un peu mes principes et tout, la convergence, mais c'est là que je regarde les critiques dont on fait l'objet la convergence et les réponses à ces critiques-là. Et dans les critiques, il y a effectivement une critique de gauche plus marxienne. Et j'essaie de voir aussi comment il y a certains y ont répondu. Mais donc, à la base, il y a eu une partie de la gauche qui a effectivement été plutôt critique de la convergence culturelle, mais en même temps, peut-être plus le centre-gauche était à la base même de ce concept-là. Là. OK, c'est bon. Là, je suis en train de remarquer qu'on risque de manquer de temps parce que je n'ai pas téléchargé la version premium de Zoom et donc il y a justement 40 minutes de rencontre. Mais ce fut un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. En fait, après avoir lu autant de vos textes, c'est le fun de pouvoir voir l'être humain derrière derrière ces ouvrages-là. Euh, et donc, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, puis félicitations pour vos vidéos. Vraiment, je pense que pour la nouvelle génération, entre autres, c'est super intéressant qu'il y ait du contenu québécois qui soit produit comme ça. Fait qu'hésitez pas de temps en temps, quand vous avez des vidéos là, particulièrement pertinentes, proches de mes thèmes de recherche, de m'envoyer ça. Puis restons en contact pour d'autres collaborations dans le futur, peut-être. Excellent. Bon, ben, bonne journée, Monsieur Rousseau. Aussi, au plaisir.